S'ils veulent voir du parfait, ils vont regarder un film, ou ils vont regarder une série, Bien sûr. ou ils vont regarder une pub. Il y a l'administratif, il y a ta gestion comptable et puis tout le réseau. Quand tu fais un CDI à côté, c'est jouable, c'est faisable, mais c'est extrêmement énergivore. Quand on pense marque, on pense logo produit, tu sais. Mhm. Mais derrière une marque, comme tu l'as dit avant, c'est des humains. À Paris, t'as plein d'hôtels, t'as plein de restos qui veulent faire des collabs, des spas, t'as plein de trucs. Tu vois, à l'époque de nos parents, tu voulais être riche, il fallait soit que tu hérites, parce que tes parents étaient riches, soit faire un business, il fallait investir, il fallait des stocks, il fallait de l'entrepôt, il fallait machin, il fallait un billet de base. Tu prends ton téléphone, tu veux parler de rouge à lèvres, tu parles de tous tes rouges à lèvres préférés et tu postes, tu réfléchis pas. Bienvenue dans Influence Libre, le podcast où on parle en toute liberté de l'influence et des influenceurs. Ici, on reçoit des créateurs et créatrices de contenu qui vivent ou apprennent à vivre des réseaux. Pour parler vrai, argent, succès, liberté, échec. Et aujourd'hui, je reçois Agathe. Elle cumule aujourd'hui près de 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et on va parler aujourd'hui de ses choix actuels, les grandes décisions qu'elle prend dans sa carrière en ce moment, ce que c'est l'influence pour elle et ce qu'elle vit. Du coup, Let's go, salut. c'est parti, salut, merci de me recevoir. Avec plaisir. Avec Agathe, on se connaît depuis quelques années. Eh ben, 2022. Ah, je pensais que c'était encore 2021, plus vieux que ça. Peut-être 2021. Ouais, peut-être. Peut-être. Ouais, On s'est connus à l'époque, pour l'anecdote, sur un tournage qui n'était pas lié à l'influence au final, Non, puisque c'était un tournage pour une marque, pour une pub télé. ouais. On s'est rencontrés sur le tournage et je savais pas que tu étais créatrice de contenu. Moi, à l'époque, j'étais déjà agent de créateur de contenu. Ouais, à fond. Donc, on avait déjà le lien pro sans le savoir. Et du coup, ouais, c'est... Ça s'est déroulé tout seul après. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, raconter depuis quand tu es sur les réseaux, Bien sûr. comment ça a commencé pour toi, où Bien t'en es sûr. aujourd'hui? Alors moi, du coup, c'est Agathe. Donc sur les réseaux sociaux, je m'appelle Agathe ASM.ASM. Je fais de la beauté initialement avec de la mode. Mais c'est vrai que depuis ces derniers mois, j'ai voulu faire un peu plus de lifestyle, mon lifestyle. Et j'ai eu un gros revirement de vie. Je me suis dit, ok Agathe, c'est bien beau de se maquiller et de se faire belle, mais est-ce que la beauté, elle vient pas de plus loin encore? Donc du coup, j'ai voulu apprendre à mieux manger, apprendre à mieux vivre avec des habitudes de vie saines, le sport. Moi, je suis pas du tout sportive à la base. Moi, je suis une meuf, j'adore manger. Enfin, je suis hyper gourmande. J'ai pas un truc en mode c'est healthy, c'est pas healthy. Mais je me suis rendu compte que ça influait beaucoup sur ma vie, sur mon quotidien au final, et puis ma forme en fait. Donc je me suis dit que j'allais documenter ça sur les réseaux. Donc aujourd'hui je peux dire que je fais toujours d'un peu de mode et de beauté, parce que ça reste quand même l'essence même de ma personnalité je pense, mais maintenant avec beaucoup plus de bien-être, et puis je partage aussi beaucoup mon quotidien, perte de poids, sport et tout ce que j'apprends en fait dans ce nouveau train de vie. Trop bien. Incroyable. Ouais, Et très quand chouette. tu as commencé du coup la partie sport, comment l'algo a réagi? Parce que tu sais, souvent l'algo nous met un peu, il aime nous nicher, nous mettre dans des catégories. Et quand on fait par exemple que de la beauté ou de la mode, on habitue l'algo à ça. Et souvent quand on propose un contenu un peu différent, souvent c'est un peu compliqué au début pour faire comprendre à l'algo qu'on fait autre chose. T'as vécu ça toi ou ça a marché direct? Moi, ça a marché direct. En fait, mon algo, j'avais l'impression qu'il était un petit peu saturé, que j'avais fait un petit peu... En fait, j'avais déjà fait le tour en fait, de la beauté et de la mode, parce que j'avais pas forcément de concept niche. C'est-à-dire que moi, j'aime un produit, j'en parle, j'ai pas de concept, j'ai pas de... Je réfléchis pas, tu vois. Il y a une trend qui passe, je vais la refaire. Il y a un contenu que j'aime bien, avec un son de tendance, je vais le faire. Et du coup, pas de stratégie. Donc, mon algo, en fait... C'était un peu comme si c'était un bébé finalement. Il venait juste de naître. Et en fait, quand j'ai posté ce contenu qui était très niché finalement, moi je pensais que ça allait faire un flop total. Je me suis dit, pas du tout. En fait, je pense que l'algo s'est dit, ok, I got it. Elle a enfin trouvé sa niche, elle a enfin trouvé quelque chose par quoi on peut la représenter. Tu vois, on se dit, ah ok, c'est la nana qui fait ça. Donc non, franchement, moi, il a trop bien réagi mon algo. Donc, tant mieux, c'est pas le cas de tout le monde. Marché. Et avant d'en arriver du coup à cette transition-là, il y a eu pas mal d'années de création de contenu. Tu as commencé quand? Tu as commencé par quoi? Même si tu te rappelles de ta première vidéo, est-ce que tu te rappelles ce que c'est? Bien sûr. Alors moi, j'ai commencé en 2021. C'était un peu après le Covid. Il y avait encore des confinements, il y avait encore tout ça. J'ai commencé à poster mon premier TikTok qui a fait un petit peu de vues. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? C'était un TikTok où je parlais de mes origines. Okay. Donc j'avais fait un TikTok, une petite trend qu'il y avait sur TikTok. Et elle avait fait peut-être 20 000 vues, tu vois. Pour moi, à l'époque, c'était incroyable. C'était énorme. C'était un truc de fou, genre 20 000 personnes. Et à la suite de ça, j'ai fait des lives sur TikTok. Mais en fait, sans stratégie, sans arrière-pensée, c'était vraiment parce que je m'ennuyais et qu'on avait que ça à faire, en fait. Donc, je faisais des lives sur TikTok et ça a bien marché. J'ai eu une communauté qui s'est développée petit à petit. Après, j'ai fait des lives avec d'autres créateurs de contenu en France et à l'étranger. Et en fait, ça a été super vite. C'est-à-dire que je pense que j'ai commencé à poster ma première vidéo et à faire des lives peut-être en juin.
Ok. Et en septembre, je recevais déjà dans ma boîte mail des demandes d'agences, de marques, Oh, d'événements. Je suis en waouh. mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je croyais c'était des pranks, en fait, Ouais. qu'on se foutait de moi. En fait, pas du tout. Pas du tout. Et tu sais expliquer pourquoi ça a marché aussi vite? Moi, j'ai ma petite idée d'ailleurs sur l'histoire des origines. Peut-être que c'était aussi lié à ça. Ouais, Mais ça fait partie franchement, de l'histoire. je pense qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est que c'était le moment où TikTok est en train d'émerger à Ouais. fond. Et franchement, ça a aidé beaucoup de créateurs sûr. actuels, en fait, qui se sont fait connaître grâce à cette période. Donc, je pense que j'étais là au bon moment. Mm. Et deuxième raison, j'ai un métissage qui est peu commun. Donc, je pense que pour le coup, ça a intrigué certaines personnes. Il y en a d'autres qui se sont reconnus aussi. Ouais. Donc, je pense que c'est ça. Trop bien. Tu as reçu plein de messages, tu m'as dit, plein de mails au début, d'agences, de marques. Tu as eu tes premières collaborations qui sont arrivées directement après, ou il y a eu un petit temps de transition? Ça s'est passé comment? Septembre, j'ai commencé à avoir ma première invitation à un événement, Influence. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était fin septembre, je crois, ou début octobre, j'avais des partiels ce jour-là. Et je me suis dit, est-ce que je vais à ce mail frauduleux et je loupe mes partiels, ou est-ce que je reste la fille sage? Et T'as choisi le mail frauduleux, évidemment. Voilà, évidemment, moi je prends toujours des risques. Du coup, j'y suis allée et c'était pas du tout un mail frauduleux, c'était une vraie invitation par une marque incroyable, donc trop cool. Et en fait, ça en a découlé de cet événement-là, donc c'était, je pense, début octobre, fin septembre, début octobre. On a tourné notre première collab avec cette marque-là mi-novembre. Ah, donc ça s'est enchaîné assez rapidement pour toi. Donc ça a été ma première collab, premier événement, première collab, première marque avec qui j'ai travaillé. Et à la suite de ça, j'ai signé dans une agence. D'accord. Donc directement après? Ouais, directement. Et de là, j'ai eu plein de collabs. Plein de collabs. Ok. Donc franchement, ça a été super vite pour moi, autant de travailler que d'avoir une communauté qui s'installait chez moi. Par rapport à cette communauté, justement, qu'est-ce que ça te fait maintenant? Parce qu'en vrai, tu as quand même plus de 500 000 personnes, toutes plateformes confondues. J'imagine qu'il y a un avant et il y a un après dans ta vie. Oui. Se faire reconnaître. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui changent. C'est quoi les choses qui ont vraiment changé pour toi? Les choses qui ont vraiment changé pour moi, je pense que c'est... Alors, c'est marrant parce que ça a changé, puis rechangé, puis encore rechangé. Ça change tout le temps, finalement. C'est mon état d'esprit. Tu vois, des fois, en fait, moi, j'ai du mal à me rendre compte de 500 000 personnes. Bah oui, bien sûr. Pour moi, en fait, quand je parle sur Instagram ou sur TikTok, je parle à mes copines. Enfin, tu vois, j'essaye en tout cas d'avoir cette pensée-là. Et du coup, ce qui est super marrant, c'est que des fois, quand je sors et que je parle avec des gens et tout, et que je leur dis, voilà, moi je fais ça, ils ont une réaction en face de moi et moi, je sais jamais comment réagir. Donc, je pense que c'est ça, c'est que j'ai du mal en fait à me rendre compte que ça fait un peu de monde quand même. Bah, c'est énorme. Et ouais, donc je pense que c'est ça pour moi qui a le plus changé, c'est mon état d'esprit. Donc, des fois, je me rends compte et je suis là en mode, ok, ouais, quand même. C'est énorme, c'est incroyable. Et puis des fois, je suis en mode... en fait, je prends le truc un peu avec légèreté, mais je pense que je devrais pas le prendre avec autant de légèreté. Il faut le prendre avec légèreté pour garder les pieds sur terre et puis rester proche aussi avec les gens. Bien sûr. Il faut aussi faire attention à ce que ça peut impliquer en termes de sécurité. Et Oui, ça, on a m'est tendance déjà à trop arrivé, l'oublier. Et j'imagine, ça t'est déjà arrivé. Oui, j'ai déjà eu des... en fait, un truc tout bête, c'est que maintenant, je peux plus me permettre de poster où je suis en temps réel. Ouais. Impossible. La base. Je le faisais... En fait, pour moi, t'es influenceur, tu montres ta vie. Les gens, c'est ce qu'ils veulent voir. Mais en fait, non, c'est trop dangereux. Moi, je l'ai fait... Au début, je le faisais tout le temps. Et je me suis fait suivre. Bien sûr. Bien sûr. Un abonné... En fait, c'était un abonné qui voulait absolument qu'on fasse une collaboration avec son studio de photographie. Je lui avais jamais répondu parce que ça m'intéresse pas. Puis il y avait une démarche qui était pas très saine. Et puis en fait, il m'a suivi dans tout Paris, quoi. Et avant de venir me voir, de faire comme s'il savait pas qui j'étais. Et puis après, je suis là en mode ok, tétanisée. Et ouais, non, ça passe par plein de choses à mettre en place. Effectivement, poster en décalé. Et les gens t'en voudront pas. Si t'as mangé à midi au resto et que tu poses à 15h quand il n'y est plus, personne t'en voudra. Et Bien c'est sûr. pour ta sécurité. Mais effectivement, il faut y penser. Il faut penser, même tu vois, le soir quand on est toute seule, est-ce que je suis reconnaissable? Comment je fais attention à ce que mon visage soit pas trop dégagé parce que c'est le soir et que je suis toute seule. Bien sûr. Et que quand on se fait reconnaître, ça implique plein de choses potentiellement dangereuses. Donc, il faut se protéger. Et puis, comme tu l'as dit aussi, on a tendance à oublier ces chiffres qui sont parfois déconnants. Mais je sais pas si tu as déjà fait un Stade de France, mais un Stade de France, c'est 100 000 personnes. Ouais, c'est ça, et tu te dis, en fait, sur un stage, j'ai 100 000, ça remplit un Stade de France. Et quand le jour où tu vas avoir un concert au Stade de France, tu vois les 100 000 personnes, tu te dis, mais c'est incroyable. C'est un truc de fou. Et même moi, tu vois, à mon échelle, des fois, je me rends pas compte. Une fois, je donnais des cours dans une école de co.
Je fais une grosse conférence, il y avait genre, je sais pas, 80 ou 90 personnes, mais tu sais, j'étais tétanisé. Vraiment 90 personnes dans la salle et tout, c'était dur. Et en fait, tu te rends compte que quand tu fais une vidéo, tu en touches 3000, 5000, 10 000 et que ça se fait rien. Mais quand t'en as 90 devant toi, t'es paralysé par le truc. Non, c'est fou. Et puis des fois aussi, on se rend pas compte, on va se dire oh purée, j'ai fait que 10 000 vues sur cette vidéo-là. Mais 10 000, c'est énorme. C'est énormissime. Énorme. Donc je pense que c'est plus sur ce point de vue-là que ça a le plus changé. C'est que des fois, je me rends compte, des fois, je me rends pas compte. Du coup, ça peut être une prise de risque. Des fois, je fais attention. C'est plus dans cet état d'esprit-là que ça a changé pour moi, je dirais. Et dans ton rapport aux autres, il y a des choses qui ont changé aussi. C'est-à-dire, t'entends quoi? Tu vois, typiquement, quand on a une audience, quand on a de l'exposition, les rencontres qu'on peut faire, on peut se demander est-ce que c'est intéressé ou pas intéressé? Est-ce que des personnes font semblant d'être potes avec moi pour me gratter quelque chose? Tu vois, vous, en tant que créatrice beauté à la base, j'imagine que ton placard est rempli de gifting, de make-up. Donc les copines qui veulent gratter du make-up, les mecs que tu vas rencontrer, tu te dis est-ce qu'il est là pour moi ou est-ce qu'il a un projet et il sait que je vais pouvoir l'aider grâce à mes abonnés? Exactement. Ton rapport aux autres, du coup, il a changé entre ce avant et ce après? Ouais, alors moi, je suis quelqu'un déjà de base qui suis très méfiante. Je fais toujours attention aux personnes avec qui je parle, donc ce que je dis, etc. Et j'ai naturellement une distance, mais en plus, c'est même pas par sécurité ou quoi, c'est que je pense que dans ma personne, j'ai toujours une sorte de petite barrière et il faut du temps avant de casser la barrière. C'est ma personnalité et je pense que ça m'aide beaucoup parce que de là, en fait, du coup, tu le vois tout de suite quand une personne te parle par intérêt. Donc, c'est vrai, tu le ressens? Ouais, franchement, tu vois, quand tu dis, par exemple, que tu es sur les réseaux, ah ouais, écoute, trop bien et tout, et puis à la fin de la discussion, tu sais déjà, ok, moi j'ai une boutique en ligne, moi j'ai ça, moi j'ai un resto si tu veux passer et tout. Alors des fois, c'est dit de manière bienveillante et ok, tu vois, on a un métier qui aide à donner de la lumière à d'autres métiers. Mais des fois, en fait, c'est pas du tout bienveillant, tu le sens. Ouais, tu le sens. Comme tu l'as dit, les pseudo-copines qui veulent juste venir se servir dans ton placard, ça, on les voit aussi. On connaît. Donc, franchement, non, il y a plein de choses. Et puis, tu sais jamais aussi, quand tu vas dire ton métier, comment la personne en face va te voir après. Quand c'est quelqu'un qui est pas du tout dans ce milieu-là, est-ce que... En fait, moi, j'ai tout le temps peur qu'on me dise... Mais c'est pas un métier, t'es pas influenceur. Et en fait, il y a une vision du métier qui est trop biaisée. Donc, je pense que c'est même pas en vrai les gens qui veulent profiter. Moi, c'est plus quand on me dit tu fais quoi dans la vie? Et je suis là en mode, par exemple, tu sais, quand c'est des amis de mes parents ou quoi, je suis là en mode je suis créatrice de contenu, je travaille sur les réseaux et t'essayes un peu d'expliquer ton métier. Bien sûr, mais différemment que le mot influenceur. Et il y en a qui vont dire c'est trop cool et c'est génial et du coup t'as envie et du coup qui s'intéressent. Et il y en a qui sont là en mode genre les arnaqueurs. Je suis en mode. C'est qu'il y a un clivage, il y a un vrai clivage là-dessus. Déjà, il y a un écart générationnel fort, parce que quand tu regardes les sondages sur les jeunes à l'école, au collège, quand on leur dit c'est quoi le métier de tes rêves, ce qui revient le plus, c'est créateur de contenu. Et à l'inverse, quand tu parles de ce métier-là, des darons, généralement, tu as des avis qui sont très négatifs sur le sujet. Et en même temps, ça vient pas de rien. Il faut être aussi honnête sur le fait qu'on a passé quelques années dans un espèce de flou artistique global où l'influence, ça englobait tout et n'importe quoi, du très bon comme du très mauvais, et tout le monde s'en servait. Et au final, la cause avançait, les gens n'étaient pas au courant de grand-chose. Un jour, il y en a qui se sont dit, ok, on va créer une loi, on va taper du poing sur la table, on va faire des reportages pour dénoncer les dérives de ces métiers, et c'était super de le faire. Mais le problème, c'est qu'ils ont dénoncé que les dérives. Et on n'a jamais vraiment mis en lumière, en tout cas jusqu'à il y a un an, les créateurs responsables, les créateurs bienveillants, les personnes qui collaborent juste avec des bonnes marques. On a toujours mis le doigt sur les choses négatives de l'influence. Et on a diabolisé le secteur. Et on se retrouve maintenant avec juste une opinion publique qui est complètement dégradée. Complètement. Et ça nuit à tout le monde. Ça nuit à tout le monde. Autant les personnes qui travaillent, par exemple, pour les marques, leur métier, c'est clairement presse-influence. Ouais. Où il y en a, c'est que de l'influence. Et il y en a, c'est les talent managers, donc ceux qui gèrent les influenceurs. Donc c'est pareil, je pense que c'est... On te demande, tu fais quoi dans la vie? Je gère des influenceurs. Je te laisse expliquer. Super. Je te laisse imaginer, moi, mes grands-parents. C'est ça. Je manage des influenceurs. Alors des fois, ils disent que je suis influenceur. Des fois, ils disent que je bosse à la télé. Ils comprennent rien. C'est marrant. C'est marrant. Ça, c'est chou. Ça, c'est mignon, franchement. Mais oui, je pense que c'est plus ça, en vrai, qui... avec le rapport que j'ai avec les autres aujourd'hui, c'est plutôt d'expliquer mon métier sans qu'on me juge, sans qu'on me dise donc tu fais la star, sans qu'on me dise tu vois, c'est juste pour qu'on me dise ok, t'es créatrice de contenu, comme si je disais je suis vendeuse, je suis commerciale, tu vois. Donc je pense que c'est ça qui a changé
mon rapport aux autres. Ok. Ouais. Le plus, en tout cas, que je ressens le plus. Ouais, je comprends complètement. Sur cette partie travail, justement, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu avais un métier quand tu as commencé la création de contenu? Tu étais étudiante? Tu m'as parlé de partiel, donc j'imagine que tu étais Ouais, étudiante. j'étais étudiante. Est-ce que tu as bossé en parallèle de ta carrière de créatrice de contenu? Est-ce que tu en as directement vécu? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors moi, quand j'ai commencé, du coup, j'étais étudiante. C'était ma première année à la fac. Donc, j'étais en licence et à côté, j'avais un job étudiant. Rapidement, j'ai lâché mon job parce qu'en fait, j'en avais plus besoin vu que j'ai pu vivre de l'influence très rapidement. Par contre, j'ai pas lâché mes études. J'ai continué ma licence. À la suite de ça, du coup, je vivais que de l'influence. Ok. Donc c'était cool avec les réseaux sociaux et mes études. Et après, j'ai voulu acheter un appartement. Donc pour ça, par contre, donc quand tu es influenceur, tu es auto-entrepreneur. Donc les banques te demandent 3 ans de bilan. J'en avais que 2. Donc du coup, j'ai dû reprendre un CDI. À côté de mes réseaux, j'avais arrêté entre-temps mes études. Ok. Donc ça me laissait plus de temps pour travailler et sur les réseaux et sur mon CDI. Et donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi et sur les réseaux et en CDI. Très cardio. Ouais. Et là, du coup, ça a fait 2 mois tout pile que j'ai quitté mon CDI. Parce que tu as pu acheter l'appart entre-temps, du coup? Voilà, j'ai pu acheter mon appartement entre-temps. Exactement. Et du coup, j'ai quitté mon CDI et maintenant, je peux de nouveau revivre pleinement de mes réseaux sociaux. Ça implique quoi, du coup, vivre pleinement des réseaux sociaux? Ça implique du temps, déjà. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais être créateur de contenu, ça demande énormément de temps, d'énergie et d'investissement. En fait, faut se dire qu'on est je ne sais combien de créateurs de contenu sur les réseaux. De plus en plus. De plus en plus. Tous les jours, il y en a des nouveaux. Et en fait, il faut apprendre à comment dire, tu vois, il faut à se renouveler. À se renouveler, exactement. Il faut innover et il faut aussi se démarquer des autres. Parce que sinon, tu passes à la trappe. Donc, il faut travailler. Et pour ça, il faut avoir il faut avoir des concepts, il faut avoir des niches, il faut avoir des sujets abordés. Donc, ça peut être les mêmes. On peut être 10 à parler d'un rouge à lèvres. C'est ta manière de faire c'est ton authenticité, en fait, qui va primer sur les autres. Alors, moi, je ne le vois pas du tout en mode concurrence. Je le vois juste en mode, il faut que j'arrive à montrer aux personnes qui me regardent ma vraie personnalité et qui s'attachent à moi, en fait. Oui. À la personne que je suis vraiment. Et pour ça, il faut du temps. Il faut du temps et beaucoup d'honnêteté aussi. Et beaucoup d'honnêteté. Et c'est pas toujours facile d'être devant une caméra et d'être complètement soi-même, tu vois. Ouais, je comprends. Alors maintenant, j'y arrive beaucoup mieux, mais c'est vrai que tu as tendance, quand tu es derrière une caméra, à te recoiffer plein de fois, à regarder ton meilleur profil, à te figer. Et au final, ça, c'est nul. Ouais. C'est trop nul, en fait. Ça se ressent. Parce que ça se ressent. Et en plus, parce que les gens, s'ils veulent voir du parfait, ils vont regarder un film ou ils vont regarder une série. Ou ils vont regarder une pub, ou tu vois. Donc voilà, il faut du temps déjà pour apprendre à être totalement sincère et authentique avec sa communauté. Il faut du temps pour réfléchir à des contenus innovants, qui se renouvellent, qui sont intelligents, qui sont bienveillants aussi. Moi, par exemple, je te disais que j'avais abordé la perte de poids comme thématique. C'est hyper délicat d'aborder ce sujet-là. On a mis tellement de temps à accepter un peu le body positive. Toi, tu débarques, tu dis « ouais, je veux maigrir ». Alors, t'as le droit, mais ça peut être mal vu, la manière dont tu vas le dire. T'as des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, donc il faut faire attention à ne brusquer personne. Et des fois, de manière maladroite, si tu travailles pas sur ces contenus-là, tu peux dire des choses, même si toi, t'es pas comme ça, les mots vont vite. Donc, il faut travailler aussi quand tu touches des sujets qui sont un petit peu sensibles, travailler sur la manière de dire, la manière de faire. Enfin, faut vraiment du temps. Et après, il faut gérer les mails, il faut gérer la comptabilité. Ça, c'est la création. Voilà, mais il y ça, a tout le reste à côté. Donc après, tu as tout le reste. Il y a l'administratif, il y a ta gestion comptable parce que tu es une entreprise. Bien sûr. Et puis tout le réseau que tu travailles. Parce que ça, on l'oublie aussi assez. Voir les clients, faire des rendez-vous avec eux, aller en événement, rencontrer d'autres créateurs de contenu, échanger. Et tout ça, en fait, ça occupe vraiment tes journées. Beaucoup de temps. Ça occupe. Et donc, quand tu fais un CDI à côté, c'est jouable, c'est faisable, mais c'est extrêmement énergivore. Et t'as beau, en fait, tout donner, t'arriveras jamais à être... à avoir le résultat que tu veux parce que t'es limité dans le temps en fait et on n'est pas surhumain et puis on tombe malade et puis on a des papiers à faire, on a du perso à faire, on a du ménage à faire, on a nos douches à faire, on a de la famille à voir, on a une vie sociale, donc en fait tu peux pas tout faire, c'est pas possible. Donc quand t'as un 25 heures, un 35 heures, malheureusement ça empiète sur ta communauté. Moi je l'ai ressenti toute cette période là où j'ai travaillé, j'ai moins posté, j'ai moins été présente sur les réseaux sociaux et financièrement je gagnais beaucoup moins bien ma vie avec
avec les réseaux sociaux Bien que sûr. depuis là, 2 mois, je remarque une Bah, bien sûr, une tu postes différence. moins, t'as moins de vues, t'as moins de vues, t'as moins de collabs, et puis c'est C'est ça, mécanique. exactement. C'est clair que c'est un vrai sujet et c'est important que tu en parles. Et justement, sur cette partie réseau, cette partie très parisienne, pour toi, c'est un avantage d'être à Paris ou proche de Paris, entre deux créateurs de contenu qui sont chacun à l'autre bout de la France. Alors oui, c'est un avantage pour les avantages. Ouais. C'est-à-dire, aller en événement, c'est super, tu rencontres les marques, tu rencontres les Mm. clients, c'est top, tu te fais chouchouter, tu manges, tu bois. T'as plein de... pas d'alcool, hein. Quand je disais boire, c'était... t'es bien reçu. T'as les avantages parce qu'à Paris, t'as plein d'hôtels, t'as plein de restos qui veulent faire des collabs, des spas, t'as plein de trucs. Mais pour moi, tu peux complètement être créateur de contenu, même si t'habites à Perpignan. Enfin, Ouais. ça change rien. Tu peux avoir de très belles collaborations, même si tu vas pas aux événements. Non, pour moi, ça change rien. Tout dépend de ton investissement. Tu peux être à Perpignan et mieux gagner ta vie que quelqu'un qui est à Paris, tu vois. Je suis moyennement d'accord. Ah ouais, pourquoi? Ouais, moi je pense qu'il y a une grosse part de réseau quand même, dans la partie collab pure et dure. Ok. Je te parle pas de monétisation sur les plateformes, je te parle pas de création de contenu, je te parle vraiment de collab. Je me rends compte quand même que les marques, quand on pense marque, on pense logo produit, tu sais. Mais derrière une marque, comme tu l'as dit avant, c'est des humains, comme nous, Ouais. qui prennent des décisions. Et je pense que l'humain fonctionne beaucoup à l'affect, mine de rien. Bien sûr. Et quand demain, tu as une marque qui va te dire, OK, j'ai un budget de 2 000 euros pour une influenceuse, de 100 000 euros dans la beauté, admettons, elle va naturellement choisir et penser à la meuf qu'elle voit souvent, avec qui elle boit des verres ou qu'elle croise en événement, qu'à celle à Perpignan avec qui elle n'a jamais parlé. Et donc je pense que naturellement, il y a quand même un côté humain important dans ce métier-là, Oui. et ça sert. Alors, je suis d'accord, mais moyennement encore. Parce que si toi, demain, t'es une marque, que t'as un budget de 2000 euros, et qu'il y a cette influenceuse-là avec qui tu vas boire souvent des verres, qui est top, mais t'as aussi cette créatrice de contenu-là qui performe et qui te fait des stats, et toi, ce dont t'as besoin, Évidemment. c'est de stats, et ben même si elle est super Non, mais sympa, bien sûr. et du coup, c'est pour ça. Alors, moi, je parle, tu peux très bien gagner ta vie en habitant à Marseille ou à Perpignan, mais uniquement si tu performes vraiment bien sur les Moi, stats. je parle à profil équivalent. Ah oui, profil Tu équivalent. prends deux non. meufs qui ont tout pareil, Ok. même stats, même engagement, tout pareil. Une à Perpi, une à Paris, tu vois souvent. Tu prends la meuf de Paris, Ok, tu vois ouais, là, souvent je suis parce que tu la d'accord. connais. Ouais, là, je te rejoins. Et ça s'entend. Là, je te rejoins. Bah, après, Paris, ça reste. En fait, de manière générale, les métiers artistiques, les Bien métiers sûr. créatifs, les métiers. Et à Paris, en fait, ça marche aussi pas mal au piston. Pas pour tout le monde, pas pour toutes les agences, pas pour toutes les marques, mais ça peut y jouer aussi. Et puis aussi parce que tu peux voir l'énergie de la personne aussi. En tant que marque, Bien sûr. tu parles avec quelqu'un sur un événement et tu vois qu'elle est super sympa et qu'en plus, elle fait des stats sympas et que tu sais qu'elle va bien vendre ton produit, naturellement. T'as t'y raison. vas, Là, je te t'y rejoins. vas. Et le piston, c'est pas quelque chose à diaboliser. Hein. Non. En soi, toi comme moi, on a commencé dans l'influence sans aucun réseau. On a créé notre réseau et je pense de façon hyper honnête, sincère. Tous les gens avec qui on collabore et qui sont même certains des amis maintenant, c'est des relations authentiques. Tu vois, on triche pas dans nos relations, mais c'est vrai que c'est quand même assez important. Bien sûr. Et puis, oui, c'est important de dire que le piston, c'est pas diabolisé, puisqu'en soi, on en fait tous. Bien sûr. Moi, un truc tout bête, je t'ai déjà dit, j'aimerais trop aller à cet événement-là, est-ce que tu peux me caler dessus? Tu vas aller voir la personne que tu connais, et au final, va en découler des belles rencontres, va en découler plein de belles choses. Donc, oui, non, franchement, sur profil équivalent, ouais, Paris, ça peut... Ouais. Puis t'as tous les avantages, quoi. Enfin, Paris, c'est cool. Complètement. Même pour tourner, quand tu fais de la beauté, de la mode... À Paris, c'est beau, quoi, c'est vendeur. Clairement. Je voudrais revenir sur un truc que tu as dit juste avant. Tu parlais de, tu vois, les moments de down où quand tu crées, t'as pas envie de créer parce qu'il faut être dans des bonnes conditions pour créer, quand on est malade, quand on n'a pas envie. Moi, c'est un truc que je conseille toujours à mes élèves, c'est d'avoir au moins une semaine d'avance sur leur contenu pour anticiper ces moments où on est malade, on peut pas tourner, où on est juste déprimé, triste, etc. Toi, est-ce que tu prends de l'avance sur tes contenus justement pour anticiper ces moments-là, ou est-ce que tu fais comme au début, tu m'as dit au feeling? Maintenant, depuis que j'ai le temps, je m'organise. Je sais que par exemple, en fait, c'est un peu mettre en place une sorte de stratégie finalement. Je me dis, ok, bon bah là, il faut que par semaine je poste 3 reels. Bah à l'avance, donc non, franchement, je m'organise et c'est beaucoup mieux comme ça. Beaucoup moins de pression en fait. Ouais. Parce que quand t'as rien à poster et que tu dois poster, tu sais que t'as un truc à faire et tout, t'es là en mode putain, j'ai rien, faut que je poste ce soir. Et du coup, tu bacs ton travail. Donc non, je m'organise maintenant. Trop cool. C'est bien. Meilleur conseil que je peux donner. Merci. On dit souvent que avec les réseaux, on gagne des choses. On en a parlé. Il y a plein d'avantages à être sur les réseaux.
Mais je pense qu'il y a aussi des choses qu'on perd en chemin. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as perdues dans ce long chemin? Ça fait quand même 4-5 ans que tu es sur les réseaux. Que j'ai perdu... je pense que j'ai perdu quand même des amis. Ok. C'est quand même assez précieux. Ouais. Je pense que j'ai perdu des amis et des relations, sans forcément différents ou quoi, hein, mais des fois, les gens, en fait, tu changes de vie un peu, de manière de vivre et de penser et de voir les choses. Donc, naturellement, les chemins se séparent. Donc, je dirais, des amitiés et... Franchement, là, je pense à rien. Des choses que j'ai perdues en chemin. Non, franchement, là, je pense à rien. Mais tant mieux. Si c'est que des amis, c'est embêtant. Mais comme tu l'as dit, c'est normal. Va. Influence ou pas influence. On s'en recrée d'autres. Bien sûr. Puis, toi comme moi, on a un âge vingtaine, trentaine. C'est des âges où, justement, les chemins de vie changent drastiquement. C'est normal. Fin d'études, travail, certains qui prennent des maisons, crédits, enfants d'un côté, d'autres qui sont étudiants autour du monde de l'autre, alors qu'on a le même âge. Donc c'est même pas, je pense, qu'il y a l'influence, c'est juste générationnel. Entre 20 et 30 ans, c'est le moment où les amitiés de lycée, les gens prennent des chemins et voilà, ça peut créer des fossés. Moi, je l'ai vécu aussi, tu vois, et ça fait partie du process. Ouais, franchement. Puis moi, je le vis bien. Tant qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de dispute et tout, moi, je le vis bien. Chacun fait sa vie. Et je souhaite le meilleur, tu vois. Donc, franchement, non, je pense pas avoir perdu des choses en chemin. Tant mieux. Peut-être des opportunités, des fois, que tu laisses passer. Oui, peut-être. Même de s'exposer aussi. S'exposer, ça peut bloquer certaines opportunités. Tu vois, sur des métiers très corpo, par exemple. Le fait d'être sur les réseaux, demain, tu veux faire de la politique, peut-être que tu seras discrédité parce que tu as été sur les réseaux et que tu as parlé de sujets autres. Ouais, c'est Donc, ça. je pense que on peut perdre des choses, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à y gagner. Ouais, je pense aussi. Tu vois, je le dis souvent, j'ai l'impression que les réseaux, c'est vraiment c'est un peu l'opportunité qu'on a, nous, dans notre génération, accessible à tout le monde, peu importe d'où tu viens. Tu vois, à l'époque de nos parents, tu voulais être riche, il fallait soit que tu hérites, parce que tes parents étaient riches, soit faire un business. Mais quand tu faisais un business, il fallait investir. Il fallait des stocks, il fallait de l'entrepôt, il fallait un billet de base. Donc, soit tu es riche, ou soit tu fais un énorme crédit. En vrai, les réseaux, comme dit Nekfeu, il te faut une caméra pour faire un film. Pour être influenceur, Orelsan. Il faut un téléphone. Orelsan. Ouais. Sartek Orelsan. Mais c'est ça, tu veux filmer, tu prends téléphone. un truc qui filme et tu filmes. Ouais, c'est ça. Et tu veux faire du contenu sur les réseaux, tu prends ton téléphone, tu te filmes. Puis c'est accessible maintenant, franchement, à tous. Et ouais. Tu peux faire du contenu trop facilement. En fait, je vois, il y a une fille qui a fait une vidéo sur TikTok, je sais plus c'est quoi son prénom. Elle disait, mais vous me demandez tout le temps comment je fais pour avoir... en fait, elle dit tout le temps aux gens de poster. Et les gens lui disent, mais j'ai pas de sujet. Là, par exemple, je suis en train de faire une vidéo où je dis qu'il n'y a pas de sujet à donner. Oui. Et en fait, elle disait tout ce que vous allez faire. Vous allez manger, vous parlez de votre fruit préféré. Est-ce que vous aussi, vous aimez ça? En fait, il y a tellement de choses à aborder. Et moi, je pense qu'il n'y a encore pas assez de créateurs de contenu et qu'il n'y a encore pas assez de contenu sur les réseaux. Il y a des boulevards. Et comme tu l'as dit, ce qui est différent aussi, c'est quelle est la touche que tu apportes. Parce que la valeur en soi, maintenant, ChatGPT, tu as toute la valeur qu'il te faut. Bien sûr. Moi, un conseil que je donne aussi, je suis pas une personne qui fait du contenu sport comme toi. Tu vas faire une vidéo, 5 conseils pour perdre du ventre. Je dis n'importe quoi, j'invente. Mais en fait, cette vidéo, 5 conseils, tu peux en faire 5 vidéos. Tu peux faire une série de vidéos, mes conseils pour perdre du ventre, et tu fais un conseil par vidéo où tu rentres vraiment dans le sujet. Bien sûr. Et d'une idée où tu avais une seule vidéo, tu en as fait 5. Et en vrai, il y a 1 milliard de façons de détourner tout ça, de creuser le sujet. Mais oui, je pense que l'horizon est encore bien large. Ouais, franchement, il y a plein de choses à explorer sur les réseaux sociaux et je pense que c'est que le début. Je pense qu'il y aura des autres applications. Ouais, moi j'en suis sûre. Les réseaux, c'est pas éphémère? Tout le monde dit, tu sais, mais les réseaux, ça dure qu'un temps. Si c'était éphémère, il n'y aurait pas le développement de l'IA. En fait, ça va jamais, le digital ne va jamais s'arrêter. Donc si c'est plus TikTok, ça sera autre chose. Si c'est plus Facebook, ça sera autre chose encore. Si c'est plus Instagram, ça sera encore autre chose. Et peut-être qu'après, ça sera que des formats podcast. Peut-être qu'après, ce sera que des formats encore plus courts ou encore plus longs. De fou. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé l'influence, on me disait, ouais, mais Insta, nanana, ça va s'arrêter un jour, c'est éphémère. C'était avant TikTok. T'imagines? Voilà. TikTok est arrivé et on est arrivé sur un nouveau cycle avec complètement d'autres trucs, avec 1 milliard d'opportunités différentes. Bien sûr. Et ça se renouvelle, les réseaux, les créateurs se renouvellent, les sujets, les plateformes, comme tu l'as dit. Donc, mais c'est vrai que c'est un truc qui revient assez souvent, tu vois. Et moi, c'est marrant parce que je le vois encore même dans mon entourage. Encore une fois, je pense que c'est générationnel. Ouais. Et même après 7 ans que je suis dans le milieu, j'entends encore, oui, mais ça dure qu'un temps, c'est éphémère, tout ça. Ça fait quand même 7 ans que j'en vis. C'est ça. En fait, ce qui peut durer qu'un temps, c'est ta carrière. Et la manière dont tu vas t'y prendre. Ça peut durer qu'un temps parce que tu peux être créatrice de contenu et demain, ton contenu, il s'essouffle. Les gens, t'as plus de nouvelles personnes qui s'abonnent à toi parce que tu t'es pas forcément renouvelé, tu t'es pas mise à la page et du coup, naturellement, en fait, tu fais plus de collaboration, donc t'as plus de revenus. Mais par contre, si tu te mets toujours à jour dans la technologie digitale, tu trouveras toujours un moyen de faire de l'argent avec les réseaux sociaux. Que ce soit en tant que
talent manager, en tant qu'influenceur, en tant que formateur, en tant que consultant, en tant que tout. En fait, ça touche tellement, ça a ouvert tellement de portes et de métiers. Donc non, moi je pense pas du tout que c'est éphémère. Au contraire, je pense que c'est que le début. Bah, tant mieux pour toi. Je l'espère. Merci, j'espère. Mais maintenant, je vais prendre un peu le rôle du méchant si je sortais ma baguette magique, mais magique dans le mauvais sens, et que je te bloque tout. Je t'enlève tous tes réseaux, tout est supprimé. Tu te réveilles un matin, il n'y a plus rien. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais Comment tu te renouvelles du coup ? Je peux travailler encore dans le secteur... Tu te réveilles un matin, il n'y a plus tes réseaux. TikTok, Insta, il n'y a plus rien. Ils ont disparu. Moi, j'adore le derrière des réseaux sociaux. Ok. Donc, je pense que je resterai quand même dans le digital. Soit en tant que manager de talent ou tu vois, ouvrir une agence de com. J'adore ce milieu, donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait continuer à m'épanouir. Et sinon, si on sort complètement des réseaux sociaux, alors là, rien à voir, mais je pars dans du droit. Ah ouais ? Ouais. Tu kiffes le droit ? J'adore le droit, ouais. Oh, c'est technique, hein. Donc, ouais. On se fait chier un peu, non ? Alors moi, j'ai un peu une âme de justicière, tu vois. Donc, je déteste l'injustice et j'adore rendre justice. On rend à César ce qui appartient à César. Donc, j'ai toujours rêvé d'être avocate ou journaliste. J'ai rêvé d'être journaliste. Mais du coup, ça rejoint encore la com maintenant, parce que le journalisme se fait digitalement. Mais si on retire vraiment le côté digital, je pense que je partirais dans le droit et je me ferais une carrière avocate dans le droit pénal. Ok. J'aurais jamais imaginé, mais c'est intéressant. Petit métier de rêve caché. Ouais, c'est ça. Une personne justement qui rêverait alors d'être influenceur, pas journaliste ou avocate, ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner ? De poster ? Ça veut dire quoi, poster ? Ça veut dire tu te prends pas la tête, tu dis pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'ai un bel angle, est-ce que... Non, tu prends ton téléphone, tu veux parler de rouge à lèvres, tu parles de tous tes rouges à lèvres préférés et tu postes, tu réfléchis pas en fait. Voilà, je dirais poste et ne réfléchis pas. On poste beaucoup ? Ouais. Ouais. Bah oui, poste autant qu'on peut. Ouais, le plus possible. Le plus possible. Ouais, je suis d'accord, surtout maintenant. Ouais, oui, je pense pas qu'il y a un système de stratégie, genre un reel le mardi, un reel le jeudi. C'est fini ça. Ça, c'est bien pour s'organiser soi-même. Oui, voilà, exactement. Mais si t'as besoin, parce que t'as besoin de rigueur, donc tu vas te dire, ok, bah moi, dans ma vie de maman, par exemple, ou dans ma vie t'as un CDI, bah voilà, tu vas dire, ok, bah samedi, dimanche, je tourne pour poster le mardi, le jeudi, etc. Mais en soi, si t'as un réel le lundi à 10h et t'en as un le jeudi à 18h et un le mercredi à 15h, tu postes en fait. T'as complètement raison. Moi, c'est un truc qu'on me demande tout le temps. On me dit tout le temps, ouais, Clément, c'est quoi le meilleur jour pour poster ? Est-ce que c'est bien à 18h, machin ? C'était bien un temps. Mais maintenant, les gens, ils sont sur les réseaux du matin au soir, dans le métro, au bureau, à la poste. Et puis, on n'a pas tous le même rythme de vie. T'as des gens qui commencent le travail à 5h du matin, donc ils se réveillent super tôt. T'as des gens qui commencent à travailler à minuit. T'en as qui ont commencé à travailler à 7h du matin, qui font... Non, franchement, faut poster. Parce que tout le monde consomme. Tu vois, il y a 10 ans... Effectivement, il fallait poster à 18h en semaine parce que c'était les 18-25 ans qui consommaient les réseaux, donc c'était après l'école, le soir chez eux, machin. Mais maintenant, le daron dans son canapé à 23h devant le film, il scrolle sur TikTok, la daronne à 5h dans le métro, comme tu l'as dit. Tout le monde consomme. Même ma grand-mère regarde des TikTok, elle regarde des recettes. Elle me dit oui, je t'ai vu sur TikTok. C'est très drôle. Donc non, franchement, faut poster. Il faut juste poster, pas se prendre la tête, pas trop réfléchir non plus et pas attendre le bon moment. Ça n'existe pas le bon moment. Non. Bah, si t'attends le bon moment, il arrive jamais. Il arrive jamais. C'est quoi le bon moment en fait ? C'est quand tu te sens prête, mais du coup t'es prête quand ? Tu vois ? Donc non, pas réfléchir, se lancer. C'est plein de bons conseils. Merci. On va passer à une petite rubrique que j'ai préparée en amont. En gros, cette rubrique, elle s'appelle la question d'un proche. Okay. Donc en fait, avant que tu viennes, j'ai contacté différentes personnes dans ton entourage et j'ai retenu une question d'une personne qu'elle souhaite te poser. Ok. Du coup, la question, elle vient de ta maman. D'accord. Et qui voulait te demander de quoi tu es la plus fière aujourd'hui que la Agathe d'avant n'aurait jamais cru possible de réaliser. Bonne question. Bonne question. Je dirais que ce dont je suis le plus fière, c'est de ne pas avoir abandonné. Parce que quand on commence, on peut être plein de doutes. Je l'ai été. Et il y a des moments où tu te dis, ça va pas marcher en fait. En fait, sur les réseaux sociaux, c'est ça le hic des réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance à se comparer tout le temps. Et bah, tu te compares toi en tant que personne, mais tu compares aussi des chiffres. Tu te réduis à un chiffre et tu dis, ok, bah, elle a fait plus de stats que moi alors qu'on fait la même chose. C'est moi qui suis nulle en fait. Et des fois, tu as des downs et c'est normal. Et je pense que je suis hyper fière de ne pas avoir lâché, tu vois. Et de pas m'être dit, ok, c'est pas fait pour moi. Bah non, en fait, c'est quelque chose que je veux et donc j'irai jusqu'au bout du truc. Si ça marche, et bah, tant mieux, j'aurai gagné ce que je veux. En revanche, si ça marche pas, et ben, j'aurai zéro regret. Ouais. Je me dirais, j'ai tout fait pour y arriver. Ouais. C'est un marathon, hein.
C'est un marathon, c'est t'es ça. là depuis longtemps. Et comme tu as dit, il y a des moments, il y en a, ils vont percer d'un coup, ils vont faire plus de stats que toi. C'est ça, Et ça fait partie du jeu. Moi, je pars du principe où le soleil, le matin, il se lève pour tout le monde. Ouais. Donc, ça sert à rien de jalouser les autres, de se dire et tout. Tu dis juste, faut juste pas le prendre en mode, putain, elle a trop de chance, moi, j'y arriverai jamais. Si elle a réussi, tu peux réussir aussi. Complètement. Le soleil se lève pour tout le monde le matin. Donc, demain matin, tu reprends ton téléphone et puis tu refilmes et puis tu repostes et puis tu lâches pas. Donc, je pense que je dirais que c'est ça. Bon, mais trop cool. Dernière rubrique, c'est pas compliqué, ça s'appelle oui ou non. Ok. Il n'y a pas plus simple comme règle, je te pose des questions, tu réponds par oui ou par non. Ok. Si tu veux, je te laisse un joker. D'accord. Mais ok. normalement, t'en auras pas besoin. Ok, ça marche. Première question. Avoir beaucoup d'abonnés, est-ce que ça rend plus heureux? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut réussir sans se montrer? Oui. Tu t'es déjà auto-censuré pour plaire aux autres? Oui. Est-ce que les marques ont trop de pouvoir aujourd'hui? Non. Tu pourrais continuer même si les chiffres baissaient énormément? Oui. Être authentique, c'est risqué sur les réseaux? Non. Et enfin, est-ce que tu as déjà accepté une collab uniquement pour l'argent? Non. Génial. Dernière On a question. tout. Ah, ok, Dernière dis-moi. question, qui ne sera pas un oui ou un non. C'est un dilemme. Si tu devais choisir pour toute la vie entre un CDI bureau à 6 000 euros par mois ou créatrice de contenu libre et indépendante, mais à 2 000 euros par mois, qu'est-ce que tu choisirais? Waouh. C'est une trop bonne question. Libre indépendante, 2000 par mois et 6000 en étant en CDI. Ouais, dans un bureau. 8h, 18h. Ligne 12 le matin. Ah bah si tu me dis ligne 12, je te dis influence. Hein. Non, en Non, vrai. plus sérieusement, je sais pas. Là, je pense que Joker j'utilise mon joker. Ouais, Tu peux l'utiliser. je pense que je l'utilise. Tu veux savoir pourquoi? Vas-y. Parce que l'influence à 2000 par mois, c'est super, mais moi, je pense plus tard, si un jour j'ai des enfants, etc., je sais pas de quoi la vie est faite. Est-ce que 2000, ça suffit pour offrir la vie que tu veux offrir à tes enfants? Je sais pas, 6000, ça peut suffire. Oui. Et puis, t'as quand même la tranquillité d'esprit de te dire, t'as tes congés, t'as tes trucs, t'as ton rythme de vie, et puis quand tu rentres chez toi, c'est fini. Pour 6000, c'est pas mal quand Je même. suis d'accord. À moins de 30 ans, moi, je me pose pas de questions, je pense. Je prends l'influence libre à 2 000 euros par mois. Mais je pense qu'avec une vie de famille et tout, je réfléchirais autrement. Ouais, je pense que faut. Après, si tu peux changer, après, tu prends jusqu'à tes 35 ans, tu prends l'influence jusqu'à tes 32, et après, bam, tu revires sur le CDI, tu vois. Ok, trop bien. Voilà. Bah écoute, moi, j'ai grave kiffé. Moi C'était aussi. trop bien cool. même de se voir dans un autre contexte que le travail et de parler de sujets un peu plus larges. À fond. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Merci à toi. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à liker, commenter, le partager. On se retrouve bientôt avec un nouvel invité. C'était Clément pour Influence Libre. Ciao.